Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous retrouver tous les jeudis matins pour décrypter l'actualité et pour vous aider à mieux la comprendre. Nous nous intéressons au fonctionnement de notre cher pays, la Guinée. Nous parlons du mouvement syndical ce matin. Bien évidemment, cette plateforme revendicative, nous nous intéressons à ces différentes revendications, ces différents points de revendication. Bien évidemment, nous aurons un invité en studio, vous allez le comprendre, un syndicaliste qui sera avec nous pour parler de ces différents points de revendication. Bien évidemment, nous parlerons également DDG, la Guinée d'électricité. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est à la base des différents délestages? Nous en parlons ce matin avec Mohamed Mara. Nous parlerons aussi de ce semblant d'abus d'autorité. Que s'est-il passé avec ce citoyen qui a été violemment battu à l'intérieur du pays, bien évidemment? Vous allez le comprendre, l'émission avec tous les animateurs, tous les chroniqueurs ici au Grand Complet. Vous le savez, hein, l'émission est interactive. N'hésitez pas à réagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224, donc pour interagir au sujet ici développé, ou plutôt sur Twitter, si vous êtes plutôt Twito, au hashtag espace GG, ou sur Facebook au Grande Gueule espace TV grâce à Sola Media. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages avec notre médiatrice Aïssatou Sané qui sera avec nous dans la deuxième et la troisième partie de l'émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre avec Jacques Lewa Leno ici en studio. Bonjour Jacques, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Moussa Iroba, bonjour à tous. Alors, on a suivi cette actualité hier. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établi à l'étranger face au CNT. Il a répondu à plusieurs questions. Il a répondu à plusieurs questions, des questions d'ordre politique et des questions qui relèvent strictement de la diplomatie, notamment la situation de nos compatriotes qui sont à l'étranger, non seulement ceux qui sont en Afrique. Il s'est prononcé longuement sur ce qui a été fait en direction de ceux qui sont établis en Tunisie et qui avaient le plus besoin de revenir au pays, ceux qui sont également du côté du Soudan, mais également de ceux qui sont dans les pays du Golfe, notamment les jeunes filles en majorité qui sont souvent embarquées dans des voyages périlleux pour soi-disant trouver du travail et qui après deviennent des esclaves, des maîtres. Quelquefois des esclaves sexuels. Oui, des esclaves sexuels. C'est carrément de la traite des personnes. Disons la traite des personnes, des esclaves de maison. Et ce discours qu'il a tenu, je veux espérer que ce n'est pas un discours de propagande. Et il dit, quand certains compatriotes disent oui, on leur dit de ne pas partir, mais ils partent quand même, que l'État guinéen pouvait ne pas se bouger. Parce qu'ils savent que c'est un danger, mais ils partent quand même. Lui, il dit, même si ils n'entendent pas le message qu'on leur dit, la sensibilisation qui est faite autour des dangers liés à ce type de voyage, une fois qu'ils sont guinéens, cela est avéré, s'ils se retrouvent en danger, il est de la responsabilité de l'État guinéen de les secourir. Et il dit qu'un Guinéen est égal à tout le peuple de Guinée. Un Guinéen est égal à tout le peuple de Guinée, ça c'est un message assez fort. Sauf que la question qu'on va tout de suite poser derrière, du côté de la Tunisie, ça a été facile. Les gens sont mobilisés. Ils ont dit qu'ils rentraient du côté du Soudan également parce qu'il y a la guerre. Mais nos sœurs qui sont devenues pratiquement des esclaves, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour les aider à revenir? Parce que moi, je me rappelle, je crois que c'est en 2020 ou 2019, j'avais voyagé avec quelques-unes qui rentraient du Koweït. On s'était rencontrés à l'aéroport d'Addis Abeba. Il y a une d'entre elles qui ne pouvait plus s'asseoir. Après, ses copines m'ont fait comprendre qu'elle avait été poussée d'un immeuble et puis elle est tombée par un enfant de la famille qu'il avait accueilli. Et elle n'a pas eu de soins. Sauf que le souci qu'elles ont, une fois qu'elles réussissent par exemple parfois à s'échapper de ces prisons-là, parce qu'il faut les qualifier comme ça, elles ont du mal à trouver de l'aide auprès de nos représentations diplomatiques. Donc, le ministre, il peut bien tenir ses discours ici,
Mais est-ce que la diplomatie, est-ce que ses représentants dans les pays amis suivent? Est-ce que ces représentants à l'étranger sont dans son esprit? C'est vrai qu'on avait ce problème à l'époque, tu te rappelles. Bon, moi, je me rappelle également être rentré avec quelques-unes. Je venais de la Namibie à l'époque où j'ai participé à un sommet. Et on a même fait un reportage sur Espace TV ici, une jeune dame avec laquelle, une jolie jeune dame qui nous a expliqué son calvaire. Mais à l'époque, elles nous ont expliqué que de ce côté, comme tu viens de l'exprimer, elles ont du mal à trouver un répondant au niveau des représentations diplomatiques. Oui. Mais je pense aussi que c'est une question de volonté politique. Oui, évidemment. Parce que si la volonté politique est là, ceux qui sont de l'autre côté devraient suivre. Oui. Bon, puisque de toutes les façons, ça, c'était pas l'époque de Maurice Sanda. J'espère tout simplement qu'il ne va pas se limiter à cette réponse donnée hier devant la représentation nationale. Oui. Il va donner des instructions aux représentations diplomatiques dans les pays du Golfe pour rechercher. Parce que c'est possible de rechercher, n'est-ce pas, à partir du Koweït, par exemple, où elles sont nombreuses, ces filles qui sont en difficulté, pour les rapatrier. Je pense qu'il faut en faire une priorité. Comme on l'a fait pour la Tunisie, comme on l'a fait pour le Soudan, il faut le faire il faut d'abord trouver un traitement diplomatique avec les autorités des pays concernés. Des pays concernés, et après voir quel mécanisme mettre en place pour les aider à rentrer en contact avec nos ambassadeurs qui sont dans ces pays, et puis organiser tout simplement leur retour. Peut-être que si on le fait une fois, deux fois, ça va démobiliser ceux qui continuent encore à distiller ce type d'informations dans nos quartiers, et dans nos préfectures, pour faire voyager démanteler les réseaux. Oui, démanteler les réseaux. C'est des réseaux qui sont là dans notre pays, qui existent et qui sont quelquefois connus, Jacques. Oui, les réseaux sont... À un moment donné, on m'avait dit que le secrétariat général des affaires... avec Tchegboro avait réussi à identifier le réseau, parce que, c'est vrai qu'on avait dit on a démantelé, mais puisque ça continue, donc on peut donc dire que ça n'a pas été démantelé. Parce que les gens continuent à partir. Est-ce qu'on peut mettre à contribution, au-delà du ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Sécurité, pour qu'un travail sérieux soit fait dans un premier temps pour rapatrier d'abord celles qui sont déjà en difficulté dans ce pays, et puis travailler à l'interne ici pour mettre... Pour démanteler tout simplement ce réseau des passeurs qui continuent à faire voyager nos sœurs dans ces pays-là. Oui. Daouda Mohamed, bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour Diadia, bonjour à tous. Bonjour Caps. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Oui, Mara, en parlant justement de ce réseau-là, ce réseau de passeurs, surtout pour les femmes qui vont au Yémen ou je sais pas, au Koweït, dans d'autres pays, on vend du rêve à ces femmes-là. Quelquefois, j'en ai vu quelques-unes qui sont dans le commerce ici, un commerce quelquefois qui prospère, mais à qui on vend un rêve et qui se laisse manipuler et qui se retrouve en prison de l'autre côté. Oui, là la situation est un peu différente. On parle là de traite internationale des personnes. Oui. Ce sont des activités criminelles combattues à la fois par les États pris unitairement, mais aussi par la communauté internationale. Ce n'est pas exactement la situation, par exemple, de grands groupes, par exemple de réfugiés ou de migrants qui sont refoulés d'un pays ou qui sont mis en danger d'une certaine manière. Le problème avec les filles ou même des hommes, ça arrive souvent aussi dans ces pays-là, qui se retrouvent dans ce type de situation, c'est d'abord leur localisation qui pose problème. Vous savez, dès que vous arrivez, généralement celui qui vous y a amené, première des choses dès l'aéroport, vous reprend votre passeport. Ils n'ont pas de titre de voyage. Ils n'ont pas été présentés dans une ambassade. Et généralement, la Guinée n'a pas une ambassade dans chacun de ces pays. Souvent, il y a une ambassade dans un pays qui couvre 5, 6, 7 autres États. Et donc, ils sont loin des ambassades. Ils n'ont pas les adresses des consulats. Et d'ailleurs, généralement, ils sont parfois privés même de téléphone, ne l'oubliez pas. Donc, c'est un véritable problème. Sans oublier que celles qu'on appelle parfois des esclaves sexuels, vous savez qu'il y en a qui ne le sont pas forcément, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a le phénomène de la prostitution également qui rapporte énormément gros. Il y a des proxénètes. Oui, qui rapporte énormément gros aux proxénètes. Celles qui ici livrent ceux, j'ai envie de dire, parce que souvent on stigmatise les femmes, mais on ne sait pas quand on parle de ces problèmes
Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Charnel, que ça concerne à la fois les hommes et les femmes, et même les transsexuels aussi. Donc, ça rapporte de l'argent à tout ce petit monde-là. Mais ce qui se passe après, c'est que ça dégénère. Généralement, les proxénètes et ces réseaux mafieux deviennent de plus en plus gourmands parce qu'il y en a qui deviennent très performantes en termes de rentrée de recettes. Et donc, généralement, la surenchère commence. Mais vous avez vu, il y a de ces femmes nigérianes, par exemple, qui sont parties elles-mêmes avec des marques pour parrainer leur arrivée. Au début, elles étaient des prostituées et elles-mêmes sont devenues des proxénètes avec des réseaux extrêmement puissants. Donc, le phénomène, il est très complexe, en fait. C'est vrai qu'il y a le petit personnel de maison. Dans des familles de personnes assez riches, c'est quand même des États dans lesquels beaucoup de gens sont millionnaires en dollars. Oui. Et souvent, donc, peuvent tomber parfois sur des gens qui sont d'une perversité parfois extraordinaire. Vous vous rappelez ces cas dans lesquels on a obligé des jeunes filles noires à boire dans des chasses, à faire certaines pratiques. Et dans ce cas-là, encore une fois, le problème, il est toujours là. N'oubliez pas que souvent, quand les jeunes Guinéens et Guinéennes arrivent dans ces pays, première des choses, ils ne veulent même pas qu'on sache de quel pays ils viennent. Oui. Ça, c'est un autre problème. Même en France, en Europe, aux États-Unis, souvent, vous savez, dans les camps, qu'est-ce qui se passe souvent, même quand on vient pour parler avec les gens, parfois les affaires étrangères sont sollicitées à ce niveau-là pour venir identifier nos nationaux. Quand tu arrives, moi j'ai eu des témoignages comme ça de doyens qui me disent « Mais qu'est-ce que tu veux ?» J'arrive, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a vu le fils d'un de ses meilleurs amis en Guinée. Dès qu'il lui a dit en bonne langue locale « Tonton, tu m'as pas vu dire. » Parce que si on ne connaît pas leur origine, on ne peut pas les rapatrier. Oui. Donc, le phénomène est complexe. Mais ce qui est clair, lorsqu'un Guinéen, quelque part, est en difficulté, soit il est en détresse et il est en danger, et qu'il lance un SOS, ou même qu'il soit en conflit avec la loi, il faudrait que l'État guinéen sache exactement quelle est la situation de ces Guinéens. Et c'est là où quand même je me réjouis du travail qui est fait actuellement. Oui. Parce que j'ai remarqué ces derniers temps, même quand vous demandez aux affaires étrangères, ils peuvent vous dire pratiquement en Malaisie, il y a combien de Guinéens en prison, dans tel pays, il y a combien de Guinéens en prison pour des histoires de drogue, et ainsi de suite. C'est déjà une bonne chose que de savoir où ils sont. Mais n'oubliez pas que des gens en conflit avec la loi dans ces pays-là subissent les coups de la loi dans ces mêmes pays. Dans ces mêmes pays, oui. Maintenant, nous, et là, c'est compliqué pour les autorités Justement, mais d'autant plus qu'on est des petits pays. En Guinée, ici, quand un Français a des problèmes, il arrive en prison, vous verrez que l'État français va se bouger, va dire, bon, laissez-le venir purger sa peine chez nous. Et dès qu'il foule le territoire français, les avocats entrent en branle, on va soulever tout un tas de vices de procédure qu'il y a eu en Guinée. Le bonhomme, il se retrouve dehors de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est une réalité. Donc, que l'État soit présent auprès des jeunes, moi, je suis d'accord avec lui. Ceux qui partent ne partent pas forcément parce qu'ils ont envie de juste faire l'aventure. Oui. Beaucoup s'en vont par nécessité ou comme vous le dites, des jeunes qui sont vulnérables à qui l'on vend des rêves. Oui. Et ça, c'est typiquement, c'est le propre de cet âge-là. Ils sont jeunes, vous voyez, les yeux sont remplis d'étoiles, la tête pleine de nuages. Ils pensent que ça va être facile. Ils savent que la traversée peut ne pas être compliquée, mais ceux qui sont déjà de l'autre côté leur disent quand même quand tu vas arriver, tu oublieras toutes tes peines. Et ces gamins-là sont capables de vendre l'unique terrain de leur famille et de partir. Mais lorsqu'ils sont en danger, c'est même les familles qui lorsqu'ils sont en danger, les encouragent. C'est là où notre État, malgré tout, Yero, tu n'interdiras pas à ta fille de rentrer à la maison parce qu'elle a fait une bêtise au dehors. Ou qu'on t'a dit qu'elle a fait une bêtise à l'école. Si elle est en danger dans la rue, tu vas chercher ton enfant. Tu ramènes ton enfant à la maison. Tu le soignes, tu le dorlotes. Et après ce que tu as à lui dire, tu vas le lui dire. Oui. Si tu veux le priver de téléphone, tu le feras. Si tu veux punir ton enfant, le priver d'argent de poche, tu le feras par la suite. Mais d'abord, tu cherches à le ramener. Et l'État doit se comporter parfois en bon père de famille. Là-dessus, je suis d'accord. Il faut aller les chercher. Je pense qu'une des choses que Sékou Touré quand même nous a laissé de très fort, c'était qu'il ne voulait pas qu'on humilie la Guinée à travers ses fils. Lorsqu'un fils est en difficulté et que lui demande à rentrer, aidez-le à rentrer. Maintenant, c'est une autre question.
que ceux qui viennent, qui prennent l'argent parfois avec l'OIM, qui disent on va financer un projet, après ils revendent encore tout, ils retournent. Ils repartent. Là aussi, il y a tout un tas de mécanismes à mettre en place pour tenter de les garder. Mais vous savez, vous ne les garderez pas eux seuls. Parce que les candidats au départ sont légion, pour tous pour les mêmes raisons. Oui. Ce sont les mêmes raisons en réalité qui poussent les jeunes à partir. Lorsqu'ils n'ont plus d'espoir, lorsqu'ils ont l'impression que leurs efforts ne suffisent plus et que ce qu'ils ont parfois même appris à l'école ne leur suffit pas pour avoir accès à leurs rêves dans leur pays, ils sont tentés de partir. Et ça, c'est la plupart du temps quoi? C'est le regard de notre société, Yero. Tu conviendras avec moi que tu es capable de faire un certain boulot en France pour vivre ou au Canada pour vivre, que tu ne peux pas t'autoriser quand tu es en Guinée. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Je me rappelle d'un jeune frère, et quand il était insulté par les communicants ici, des partis politiques, il leur balançait à la figure sur les réseaux sociaux. Tu dois savoir de qui je parle. Et il dit d'accord, vous dites que je ne suis qu'un vigile en France. Ok, mais mon salaire dépasse celui de tous vos ministres en Guinée. Et puis voilà. Donc vous voyez, avec ce type de rêve, les jeunes, non mais c'était pas faux. Même s'il a abandonné ce salaire pour ne pas être ministre. Oui, mais parce que lorsqu'on te propose plus, oui, mais justement, on lui a, attention, le directeur justement touche plus que le ministre. Ne l'oublie pas. Le directeur touche plus que le ministre dans ces cas-là. Bien, Daouda Mohamed, c'est vrai que il y a d'autres points, d'autres questions auxquelles le ministre des Affaires étrangères a répondu, notamment sur le plan diplomatique. Malgré les sanctions, on le voit, les ministres, ils réussissent à se déplacer, ils réussissent quand même, surtout le ministre des AE, il l'a dit, qu'il a répondu qu'ils sont au salon, ils ne sont pas dans les couloirs, mais ils sont au salon de la diplomatie pour parler à ceux qui sont à l'international. Oui, justement, c'est d'ailleurs cette réponse qui m'a fait rigoler un peu quand il dit que la diplomatie guinéenne n'est pas dans les couloirs, mais elle est dans le salon de la diplomatie internationale. Oui. Je crois que c'est un message de nouveau envoyé à la CN. Oui, effectivement, comme il sait bien d'ailleurs le faire. Maurice Sanda Kouyaté. Alors, c'est une réponse ou en tout cas un message de nouveau envoyé à la CEDEAO. C'est vrai que la dernière fois, je m'interrogeais sur effectivement la portée aujourd'hui de ces sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine, parce que le communiqué qu'on a vu, la décision de la CEDEAO qu'on a vu, c'est que les jours et heures qui suivaient, les autres institutions également suivaient la décision de la CEDEAO, notamment l'Union européenne, les États-Unis, ainsi de suite, la France, tout allait suivre la décision. Mais fort malheureusement, en tout cas pour la CEDEAO et très heureusement pour la Guinée, c'est que la Guinée n'est pas isolée. Dans ce sens, parce qu'on a vu le ministre de l'économie et des finances qui je crois c'était dimanche dernier, il a bouclé un séjour américain à Washington où il était à une rencontre des institutions de Bretton Woods. Comme pour dire que ce que Maurice Sanda dit, c'est effectif, on n'est pas dans les couloirs, mais on est bien dans le salon de la diplomatie internationale, même si on est isolé dans la diplomatie CEDEAO entre guillemets, parce qu'il y a des déplacements qui se font. Les déplacements qui se font. On a vu le ministre lui-même, Maurice Sanda, on l'a vu au Togo, au Togo récemment, où il allait rencontrer Faure Gnassingbé. Et il y a aujourd'hui des déplacements qui se font. Et je crois que la CEDEAO a bien intérêt à ce que aujourd'hui on se mette davantage ensemble pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, que de créer un frein à cela. Parce que plus on tape du poing sur la table, plus on veut isoler le pays, plus on radicalise la junte au pouvoir. La position de la junte au pouvoir, parce que quand on voit ces pics du ministre des Affaires étrangères, c'est un peu le message de la junte au pouvoir. Vous nous isolez à partir de la CEDEAO, mais de l'autre côté, on est bien présent. Nous avançons quand même. Nous avançons. Et il y a lieu aujourd'hui, pour ne pas avoir la honte à la figure. Mais ça, c'est à la CEDEAO, ça, au Togo, c'est l'un des puissants de l'organisation aujourd'hui. Effectivement. Comme pour dire que la décision, elle est prise à l'Assemblée,
mais de l'autre côté, sa mise à exécution, c'est autre chose. Oui. Et on n'a pas aujourd'hui intérêt à le faire comme on l'a fait. Je crois que ça a été compris par moment. Et comme on l'a fait avec le Mali, l'embargo tout de suite, pas de mouvement, rien. Mais c'était sévère avec le Mali. C'était très sévère avec le Mali. Oui. Et la population en a bien souffert. Et je ne pense pas que la CEDEAO puisse aller au-delà de ce qui est aujourd'hui. Parlant de la situation de nos compatriotes, madame, il y a une situation parfois qui nous échappe, c'est que les familles sont responsables en grande partie par moment du sort de leurs enfants à l'extérieur. Parce que il y en a une cinquantaine qui a péri récemment. Récemment dans les eaux. Dans les eaux, dont l'enfant d'une voisine. Voilà. C'est quand même incroyable que depuis toutes ces années, des gens meurent, mais ils continuent à partir. Il y a aujourd'hui, pourquoi je parle de la responsabilité des parents? Lorsque un enfant décide d'aller, parfois les parents ne sont pas au courant, Daouda. Il y a des cas où... La plupart de ces cas, cas, je vais dire, les parents sont bien au courant. Les parents sont très bien au courant. Vous avez vu l'exemple dont on parlait la dernière fois avec nos athlètes qui ont de Costa Rica qui ont pris le large. Vous pensez qu'ils l'ont fait subitement? Il y avait des complicités. Il y avait des complicités. Tout était préparé depuis Conakry jusqu'à Costa Rica, jusqu'à leur point d'arrivée aux États-Unis. Tout était préparé. La chaîne était préparée. Avec la complicité des parents? Des parents, bien sûr. Des parents. C'est les parents qui disent aux gens, non, quand vous partez, ne revenez pas. Mais là, c'est différent. Non, c'est un cas. Arriver là-bas c'est un cas. C'est un cas. C'est un exemple que je donne. Parce que quand on dit, quand vous êtes à Costa Rica pour vous faufiler, pour vous retrouver aux frontières mexicaines et autres pour être aux États-Unis, vous pensez que c'est pas facile. C'est un véritable parcours de combattant. Donc c'est certes différent. C'est pas le désert, mais c'est aussi un autre exemple. Mais les parents, en grande partie, je le dis, sont bien au courant des mouvements de leurs enfants. Parce que plus ils avancent, plus ils ont des problèmes, ils font recours aux familles. Il y a des appels qui sont effectués, parfois des transferts d'argent qui sont faits pour leur permettre d'avancer. Je vous dis, madame, quand vous allez dans certains pays, comme la Hollande, vous y avez nos sœurs et nos frères, mais en grande partie nos sœurs, qui brandissent tous les jours des documents de menaces dans le pays. Et je suis forcé à un mariage, j'ai refusé l'excision, non, parce que je suis un garçon, mais je suis amoureux d'un garçon. Voilà pourquoi on veut me tuer en Guinée. Et ils se retrouvent là. Même si la réalité n'est pas celle qu'elle présente, mais pour obtenir un papier, et ils inventent toute une histoire qui est bien ficelée et qui est présentée. Et ils réussissent parfois. Mais il y en a, quand on parle des proxénètes, c'est-à-dire qui n'ont aucune possibilité de voir même le soleil, qui sont détenus, qui sont retenus par des proxénètes et qui vivent dans des situations difficiles. Mais lorsque une ONG, par exemple, parce que moi j'ai travaillé en 2013-14, j'ai travaillé avec une ONG qui a pour ambition de retourner au pays, en tout cas volontairement, lorsque vous le voulez, pour ceux qui veulent revenir. On vous aide pour une réinsertion socio-professionnelle, tout. Mais un peu comme le fait l'OIM. Un peu comme le fait l'OIM, mais ça c'est une ONG hollandaise qui travaille dans ce sens, qui aide ceux qui veulent revenir à la réinsertion socio-professionnelle. Mais je vous jure qu'il y a des adresses qui leur ont été données. Ils sont arrivés, on a fait le tour de la Guinée. On vous dit, ma maman est à Labé, la famille est dans tel quartier. Vous y allez, vous ne trouvez pas. Ce sont des fausses adresses qu'on vous donne. On vous fait tourner en rond. Et il y en a qui reçoivent parfois de l'argent pour leur permettre de se remettre. Mais c'est ce même argent qu'ils réutilisent pour reprendre le chemin.
l'OIM peut bien en témoigner. Oui. On a vu avec le Il n'y a cas... pas que l'OIM, nous connaissons des cas où des gens sont venus, ils ont été réinsérés avec un métier en recevant un fonds. Un fonds. Il y en a par exemple des jeunes qui revendent les motos et qui repartent. Donc il y a ce problème, c'est vrai que les autorités peuvent bien se bouger, mais il faut bien que ceux qui sont dans ces situations aient la volonté de revenir, de répondre effectivement ou lorsque leur appel est répondu par les autorités, qu'eux-mêmes acceptent de se mettre à la disposition des autorités de vraiment venir et continuer que de passer. Vous venez, vous repartez comme ceux qui ont pris de l'argent, par exemple à Tunis, et qui ont fini par disparaître. Oui. Alors, c'est un véritable problème, Caps, on a constaté, malgré les efforts qui sont consentis aujourd'hui par le département. Comment venir à bout de ce problème? C'est vrai qu'ils se battent pour ramener des Guinéens qui sont en difficulté à l'international, mais comment venir à bout de ce problème dont on vient de parler, à part le fait qu'il y ait des proxénètes, à part le fait qu'il y ait des jeunes qui décident de revenir, mais de repartir? Comment cerner le problème de la migration irrégulière? Vous savez, Madame Yoro, tout est une question de paradigme. Tout est une question de ce schéma de pensée collaboratif qui s'est finalement installé dans la conscience collective. C'est là-bas tout se situe. Je vais vous donner juste un exemple pour que vous compreniez mieux le phénomène. Des fois, vous rencontrez des jeunes et vous lui dites, vous avez envie de le dissuader, de l'envoyer à comprendre que l'Eldorado n'est pas forcément le fait d'aller de l'autre côté, d'aller à l'Occident, mais qui peut s'en sortir ici. Et souvent, c'est celui qui a déjà eu l'expérience en partant là-bas qui lui dit, vous savez la réponse qu'il lui donne? Ben pourquoi toi tu ne restes pas ici? Si là-bas c'est pas bon, reste ici. Mais en fait, vous voyez ce jeune-là qui voit quelqu'un qui était dans la même situation que lui ici, qui part, et plusieurs mois après, qui revient avec des belles voitures, qui s'habille d'une certaine manière, qui met des belles images sur les réseaux. Il voit qu'il était dans les mêmes conditions de vie que ce dernier-là. Justement, lui, il ne comprend pas ça. Et lui, le fait de voir ça, il se dit que l'espoir est peut-être permis pour moi. Mais si seulement il savait véritablement ce que ce dernier était en train de vivre là-bas. C'est pourquoi il est important à un moment donné que même ceux qui sont dans la diaspora participent aussi dans l'éducation, justement. Ceux qui ramènent aussi facilement des véhicules, construisent des villas en une année. Vraiment, en fait, demandez-vous s'ils ne sont pas dans des réseaux de trafic. Justement, il y en a plusieurs. Mais Madame Yoro, tout ça s'explique par quoi? On a tellement de jeunes Guinéens dans le trafic de la coque en Suisse. Oui, bien Allemagne, sûr. Bien sûr. Voilà. Et même dans le trafic sexuel. En un an, on va acheter des immeubles à Conakry. C'est pas possible. Voilà, c'est pourquoi en fait, il faut facile, les Blancs il faut un travail dans leur pays. Il faut un travail collaboratif à tous les niveaux. On a besoin de tous les soutiens, pas que l'État, mais au-delà de ça aussi, si l'État ne réussit pas à mettre en place les conditions de base pouvant permettre aux jeunes de savoir qu'ils ont de l'avenir dans ce pays-là, pouvoir susciter l'espoir sur les jeunes, il serait difficile pour les jeunes de pouvoir le comprendre. Il faut au-delà de ça que les organisations aussi, comme ceux-là qui n'attendent pas, que ceux-là qui partent là-bas pour aller les chercher, dites de revenir. Eux aussi peuvent soutenir l'État avec les différents programmes qui sont là, mais que les choses se passent aussi dans la transparence, même dans les critères souvent de choix d'accompagnement des jeunes. Souvent, vous avez des jeunes qui sont au fin fond de la Guinée, qui ne réussissent pas à bénéficier d'un certain nombre de programmes, d'un certain nombre de programmes éducatifs qui peuvent leur permettre de comprendre justement que je peux m'en sortir chez moi, mais pour m'en sortir chez moi, voici les voies et moyens qui sont à ma disposition. Il faut qu'ils aient du répondant aussi au niveau de l'État. Voici entre autres ces quelques éléments qui manquent, qui font qu'on a du mal justement à pouvoir se tirer notre épingle du jeu. Donc vivement que ce travail de conscientisation continue, vivement le fait que le ministère de la jeunesse, voici un ministère que je ne comprends pas du tout, un ministère qui a beaucoup de leviers, à sa disposition, qui peut mobiliser beaucoup de ressources financières dans ce pays-là, qui n'a même pas besoin d'attendre ou de compter sur le budget de l'État pour créer de la richesse. Jeunesse et sport. Oui, bien sûr. C'est jeunesse et sport. C'est jeunesse et sport. Non seulement les deux départements sont très gros, pas loin de la jeunesse, non seulement c'est d'abord deux très grands départements. Mais le ministre, il est jeune. Il n'est plus jeune. Il s'habille bien. Il s'habille bien, mais ça ne suffit pas. Ben voilà, c'est pour dire que peut-être que les deux départements sont grands. Si c'est le cas, il faut les dissocier. Oui. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. On dit que l'avenir de la Guinée, c'est en sa jeunesse. Mais ce n'est pas cette jeunesse-là qui va aller se tuer dans la Méditerranée, se lancer dans des situations compliquées. Oui. Il faut que le ministère même puisse donner de l'espoir à cette jeunesse-là. Donc, il est temps pour que ce ministère se réveille, parce qu'à mon avis, il dort.
Bien, il n'a qu'à se réveiller. Allez-y en 30 secondes pour terminer, Mara. Oui, non, ce n'est même pas ce oui. sujet, parce que bien d'autres sujets avaient été aussi soulevés à l'hémicycle. Oui, j'aimerais revenir quand même sur des situations particulières de certaines de nos chancelleries à l'étranger. L'état piteux dans lequel se trouvent certaines de nos bâtisses. Et la question a été débattue, mais franchement, on a des frissons dans le dos à apprendre certaines choses. Oui. Je vous parlais la dernière fois de l'ambassade de Guinée, vous vous souvenez, en Sierra Leone, dans les temps, l'ancienne ambassade. Dans certains pays, croyez-moi, c'est comme des cavernes c'est comme des tavernes de renards. C'est pas possible. Et là, il y a la situation particulière. Vous vous souvenez, je parlais des propriétés de la Guinée du côté de la France. Récemment, une des propriétés appartenant à l'ambassade de Guinée qui a été saisie en France pour une histoire d'une soixantaine de millions d'euros. Vous vous rappelez de ce gaillard qui était garde du corps de M. Alpha Condé, et puis de tout ce qui lui a été apporté à titre privé pour sa sécurité, parce qu'il ne faisait pas confiance à la Guinée, et après qu'il n'a pas payé. Le problème, il demeure. Le problème demeure. Moi, je pensais d'ailleurs que c'était fini, mais hier, Dr Maurice Sanda révèle que le président de la transition avait immédiatement débloqué 2,5 millions d'euros pour être porté rapidement à Paris. Parce que figurez-vous, l'avocat pris par la Guinée, par le gouvernement Alpha, pour défendre la Guinée, n'est pas payé. Et on a écopé de condamnation. Donc, l'avocat n'est pas payé, les autres aussi nous pourchassent pour leurs dettes. 2 dettes. Vous imaginez un peu pour des histoires de cette nature-là. Donc, on n'a pas pu payer, on a envoyé les 2,5 millions, et puis on dit à l'État guinéen pour une histoire de retard de 7 minutes. Vous savez comment ça se passe de l'autre côté. Oui. Donc, le process, on est en train de perdre parce que le terrain, il va être mis aux enchères depuis le 1er avril. Il faut même d'ailleurs qu'on réactualise cette information. Il y a aussi la question des passeports qui a été évoquée. Oui, il a parlé de 25 000 passeports déjà que le département aurait réussi cette fois-ci à faire acheminer vers les ambassades. C'est qui est une bonne nouvelle, mais il faut que ça continue. Il faudrait qu'on ait des machines dans nos ambassades. Il faudrait que les gens puissent s'enrôler sur place. Il a dit une chose, si on réussissait à le faire, dire par exemple que quand vous venez vous enrôler, au bout d'un mois, vous pouvez récupérer votre passeport. Ce serait un ouf de soulagement pour les compatriotes qui vivent à l'étranger. Oui, parce que mais il y a l'annonce. Et il y a les faits, oui. Il y a les faits. Il faut quand même être honnête. Il faut dire au ministre, attention, les gens souffrent véritablement sur cette question de passeport. Vous vous souvenez quand on a soulevé cette question ici la dernière fois, mais vous vous rappelez, toutes nos boîtes ont craqué en live. En live ici, toutes nos messageries avaient craqué. Les gens appellent. Ils sont dans des situations pas possibles. On a vu des documents, des récépissés d'enrôlement qui dataient de 6 mois et bien plus. Pour certains, les gens perdent leur job. Heureusement que dans certaines préfectures maintenant, les gens comprennent. Dans certaines mairies, les gens comprennent. Donc ils vont à la préfecture de police. On leur délivre au moins des documents qui leur permettent au moins de passer certaines cartes. Mais les gens, c'est compliqué. Venir en Guinée, prendre un billet, venir en Guinée, si vous pouvez avoir le passeport en 24 heures, retourner, d'accord. Mais vous venez, vous vous enrôlez, et on me dit une semaine, ensuite on me dit non, la machine est en panne, ainsi de suite. C'est très compliqué pour beaucoup d'entre eux. Donc il a révélé que l'État s'est lancé quand même dans un vaste projet de rénovation, en tout cas de réhabilitation de nos ambassades, ce qui est une bonne chose. Il a révélé par exemple qu'en Afrique du Sud, c'est déjà terminé, les travaux sont terminés. Très belle chose. Et c'est au Mali et aussi au Nigeria, donc à Abuja, les ambassades, les travaux ont déjà été lancés. Mais à Moscou, il révèle une situation presque similaire à celle de la France. Mais là-bas, la différence, c'est quoi? On a un terrain qu'on n'a pas entretenu, qui tombe en ruine. Et maintenant, c'est la mairie de Moscou qui dit nous reprenons ce qu'on a cédé à la Guinée. Vous imaginez? Ça, c'est à Moscou. En Éthiopie, là encore une autre situation. Elle serait cocasse. Et si, encore une fois, l'ingénierie du vol, de la rapine, de la rapacité financière ne nous heurte pas tant. On pose la première pierre, comme on a l'habitude de faire à Conakry. On pose une première pierre pour la construction. La pierre, elle est encore là-bas dans le ciment. Parce qu'aucune autre pierre ne veut se marier à elle pour être érigée là-dessus. Ça, c'est du côté de Addis Abeba. Et puis voilà, pour le cas de Paris,
je vous l'ai dit, il y a de sérieux problèmes oui, il à faut tous qu'on les niveaux. revienne sur ce sujet, Mohamed Mara. Je veux juste placer ça par rapport à ce que Mohamed Mara était en train de rappeler en termes de complément d'information, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà du fait que l'état de nos ambassades dans certains pays sont vraiment très 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 dégradés, ont atteint une dégradation très poussée, il faut aussi dire qu'il y a certains des ambassadeurs aussi qui ne réussissent pas à faire leur travail normalement parce que est-ce qu'ils manqueraient de compétences par rapport à cet état de fait, mais qui ne sont pas vraiment en train de jouer leur rôle, et le ministre l'a rappelé hier au CNT, et cela peut venir de quoi? Peut-être que au niveau du casting, ils n'ont pas choisi la bonne personne pour la mettre à la bonne place, et si c'est le cas, et vu si que les nominations se font par affinité, justement, vu que le ministre lui-même en a pris conscience, donc il faut justement être ça. Il y a toujours des affinités. Mais voilà, il y en a ça, il faut le rectifier. Mais il faudrait qu'il y ait de la compétence à côté. Oui, évidemment. C'est l'idéal. Oui. Franchement, il y a des postes, il faut respecter la Guinée et les Guinéens. Ça me rappelle le cas d'un ambassadeur dans les pays arabes, dans les pays du Golfe. Le monsieur, on prend la décision de rappeler tous les ambassadeurs. Vous vous souvenez quand le CNRD est arrivé au pouvoir, et qu'est-ce qu'il fait? Il précipite sa famille, là où vous savez, pour dire Djandi. Et on l'a laissé là-bas. Non, mais il y a même eu, et il y est encore. On a eu un diplomate. Vous imaginez? Un diplomate du côté je crois du Mozambique. Ça va être du Mozambique. Il y avait un problème à l'époque là-bas. On avait voulu l'interviewer. C'est que le monsieur, il parle pas la langue officielle de notre pays. Ouais. Il y a cela. Alors, l'autre question, madame So, pour terminer. Non, si c'est les consuls, c'est différent. Un consul, il peut même être étranger. Est-ce que c'est un consul? Non, c'est ce que je dis, il faut vérifier. Mais si c'est un consul. Il s'était exprimé à Maninka. Voilà, si c'est un consul, ça peut se comprendre. Mais un ambassadeur, c'est impossible. Une des langues du alors, il y a, vous savez, le problème de passeport à l'étranger, il y a un aspect parfois qui nous échappe. C'est que c'est vrai que nous sommes très en retard, les autorités, par rapport à cela, mais parfois, il y a nos compatriotes qui ont des problèmes dont la résolution s'avère difficile. Notamment le changement de nom. Il y en a qui partent avec des passeports qui ne portent pas leur vrai nom et qui ne portent pas leur âge. Ils vont, et lorsque les choses s'améliorent, ils veulent reconquérir, je vais dire, reprendre leur identité, alors que déjà il y a l'empreinte qui est déjà, il y a l'empreinte qu'elle a déjà. Est-ce qu'il faut passer à l'écrasement comme on le dit? Et ça c'est compliqué actuellement. C'est très compliqué. Donc il y a ce problème. Lorsque vous vous engagez à aller, et prenez soin de maintenir votre identité pour éviter à l'avenir que vous soyez confronté. Si Daouda utilise le passeport de son frère, à qui il ressemble, de son grand frère, pour aller s'installer aux États-Unis, parce qu'après, tu l'as dit. Éviter donc les changements d'identité. Il y a ce problème. Heureusement que la biométrie règle maintenant le problème. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. L'émission continue dans un instant sur Espace TV.